Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rencontre autour de Cenerentola, qui est rien d'autre que le mot italien pour cendrillon, la Cenerentola, celle qui est toujours dans la cenere, qui sont les cendres en français, n'est-ce pas? Vous voyez pour vous, à ma droite, Enrique Mazzolla, le chef d'orchestre de cette production, que vous connaissez déjà parce qu'il a dirigé dans la maison il y a 2-3 ans une production de Macbeth de Verdi. Et pour vous, à ma gauche, Sandrine Anglade, la metteuse en scène, que vous connaissez aussi déjà puisqu'elle a mis en scène il y a un an, oui, voilà, l'Occasione fa il ladro, l'occasion fait le larron, un autre opéra de Rossini avec les chanteurs de l'Opéra Studio. Ici, avec la Cenerentola, on est arrivé, je crois, à un des chefs-d'œuvre vraiment de Rossini, mais pourtant, quand il a écrit, il était encore tout jeune, je crois qu'il avait seulement 25 ans, et c'était donc en 1817, et l'année précédente, il avait écrit pas moins de 3 opéras en une seule année. Ce sont des choses que nous ne pouvons plus nous imaginer aujourd'hui, mais qui trouvent par exemple leur parallèle aussi dans cette même époque, dans les grands ateliers des peintres aussi, parce que le maître ne faisait pas tout lui-même. Pouvez-vous expliquer ça un peu, Henry? Oui, c'est... Démolir l'opéra du Rhin, voilà, ça va. C'est absolument vrai. En fait, dans la partition que nous avons aujourd'hui, il y a aussi une aire pour Clorinda, parce qu'elle ne chante pas une aire. Il y a au début de l'acte 2 un chœur, et ces 2 morceaux-là ne sont pas de Rossini, sont d'un monsieur appelé Agolini. Angelo. Hein? Angelo. Agolini. Oui. Qui a aussi écrit beaucoup de recitativi de l'opéra. Mais là, on parle de vitesse d'écriture. Donc, on arrive bientôt à comprendre comme pour le compositeur, il était nécessaire aussi d'avoir quelqu'un à côté de lui pour terminer le travail en grande vitesse. Déjà, quelqu'un qui va écrire tous les recitativi, une aire supplémentaire pour un rôle... c'est très important, Clorinda, c'est la sœur de Tisbe, mais ce n'est pas le rôle important de l'opéra. Donc une aire, disons, moins importante. Mais en fait, avec Sandrine, nous avons décidé de vous proposer Rossini 100%. Ça veut dire que nous avons coupé toutes les parties d'orchestre, voix et orchestre, et pas écrites par Rossini lui-même. Naturellement, les recitativi sont complets parce qu'on a besoin de lier une aire à un duetto, à une pièce d'ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'il passe dans l'action. Le recitativo, c'est un peu comment je peux te l'expliquer, la prose, non? C'est vraiment là où on parle. Hein? C'est comment en français, recitare? Réciter. Voilà. Réciter. Voilà. C'est là où l'action, en fait, où l'action dramatique avance. Enfin, tout d'un coup, si les airs sont des espèces, surtout chez Rossini, des moments suspendus par endroits, surtout dans les grands ensembles, les récitatifs sont des moments où, effectivement, l'action avance et en plus, il y a une importance, du plaisir du mot aussi, du mot de jouer sur les mots italiens chez Rossini, sur le plaisir de la langue, parce que c'est autant... c'est du théâtre et de la musique, en fait, conjugués. Mais si on continue sur cette pression dans le temps, je dirais, que subissait Rossini, donc il fallait créer, il avait plusieurs commandes aussi.
Il faut, pour nous, au XXIe siècle, c'est difficile à s'imaginer cela. Le contexte de la société était complètement différent. L'opéra était un genre de création. On sortait toujours des nouveaux opéras, il fallait que les compositeurs écrivaient, etc. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, je peux vous annoncer que la saison prochaine, on va faire un nouvel opéra, une création mondiale d'une œuvre dont j'ai passé la commande au compositeur il y a 3 ans. Donc il a 3 ans le temps pour écrire ce nouvel opéra. Mais le contexte de notre société est complètement différent. D'abord, nous avons des subventions, donc je peux me permettre de payer à ce compositeur presque ce qui serait un salaire pendant 3 ans. Il y a l'État qui nous aide aussi, qui donne une subvention supplémentaire à ce compositeur qui est un Français pour créer cette nouvelle œuvre. Et comme ça, il a tout le temps de créer cette nouvelle œuvre. À la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, ce n'était pas du tout le cas, n'est-ce pas? Oui, comme je peux dire, l'opéra était un genre de consommation. Oui. Voilà, c'est vraiment... il y avait... Comme des séries à la télé maintenant. Hein? Oui, mais moi je pense plus encore, parce que maintenant on est concentré sur Cenerentola, mais il faut penser que surtout, la création a été, jusqu'à cette époque-là, concentré en Italie. Il y avait rarement des compositeurs hors Italie, oui, mais il y avait naturellement, mais surtout l'Italie a été une fabrique d'opéra, où il y avait l'opéra à Venise, à Rome, à Milano, mais après il y avait aussi, moi j'imagine que vous avez entendu des fois des villes comme ça, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, vous comprenez, tous des théâtres qui sont à 50 km l'un de l'autre, et chaque théâtre avait sa saison. Donc, et les saisons étaient normalement des saisons de création, et pas des saisons de répétition d'opéra. C'est surtout quelque chose de très lié à l'esprit romantique, le fait de refaire, de regarder au passé des classiques et recommencer à, comment je peux dire, goûter les symphonies d'Haydn, de Mozart, je parle pour le symphonique, ou bien les opéras de Mozart, de Paisiello, de Rossini. Mais vraiment, à l'époque, le monde de l'opéra a été écrire pour chaque saison. Et seulement les opéras qui sortaient de cette grille, cette difficulté énorme de tous les théâtres. Seulement les opéras avec le plus grand succès, après, sont les opéras qui ont voyagé dans tous les théâtres italiens. Donc, pourquoi aujourd'hui nous avons Cenerentola? Parce que Cenerentola a passé, comme je peux dire, une sélection naturelle à travers de 100 théâtres, et pendant un siècle de vraiment sélection, même si aussi Cenerentola a eu des moments qu'on l'a joué moins. Oui, en fait. Au début, il était un succès énorme. Jusqu'à 1850, on jouait beaucoup de Rossini. Après, quand le public commence à demander quelque chose de très différent, quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus vrai, le répertoire rossinien tombe un peu, même si, je peux dire, Barbiere di Siviglia, Cenerentola, et peut-être Italiano in Algérie, non, reste toujours dans le panorama des théâtres dans le monde. Donc là, Enrique, vous avez donc nommé peut-être les 3 opéras les plus connus de Rossini. On a tendance, donc ce sont plutôt des opéras bouffes, mais le terme opéra bouffe est trompeur dans les cas de Cenerentola, je dirais, n'est-ce pas? Oui, en fait l'œuvre c'est un drôle de mélange effectivement entre des tonalités très d'opéra seria qui se rapprocheraient plus, qui est ce qui caractérise plus le personnage de Cenerentola, qui revient toujours avec des accents, ou des mélodies fortement
teintée ou matinée d'une sorte de mélancolie, de nostalgie, voilà, d'univers un peu sombre. Et puis tout d'un coup, on a cette truculence propre aux œuvres rossiniennes à travers des personnages comme Magnifico, enfin, qui sont des personnages hauts en couleur, qui sont vraiment, je crois, pour moi, pour avoir un peu fréquenté le théâtre issu de la Commedia dell'arte et toutes ses origines des auteurs italiens comme Carlo Gozzi, puis après Goldoni, qui renvoie vraiment à ces grandes figures des bouffons, enfin des Arlecchino, des Pantalone, ces grandes figures du théâtre masqué, qu'on retrouve aussi, on pourrait décliner toute l'œuvre de Cenerentola comme ça, parce qu'à l'origine, dans le théâtre de la Commedia dell'arte, les amoureux, étaient les deux seuls rôles qui n'étaient pas masqués, qui étaient les rôles, on va dire, les plus sérieux ou les plus intériorisés finalement de la Commedia à cette époque. Donc, je retrouve chez Rossini, même si c'est effectivement le début du 19e siècle, en tout cas des choses issues de la Commedia dell'arte. Donc ça, c'est le trait commun. Et puis, dans Cenerentola, il y a cet ensemble, moi, qui m'a toujours questionné, on en parlait ensemble en travaillant avec Enrique, c'est tout le final, qui est un final très étonnant, qui à la fois voudrait raconter quelque chose d'extrêmement joyeux, et puis avec cette tonalité musicale très... oui, on sent que ça finit bien, mais pas vraiment. Il y a quelque chose... Qu'est-ce que c'est, le devenir de cette jeune femme dans toute cette histoire de la roue de la fortune fait que tout change. On dit cesse de soupirer. Avec moi, je trouvais qu'il y avait un double sens, cesser de soupirer ou cesser ou expirer, ou quitter la vie réelle pour se réfugier dans un ailleurs qui est le conte. En tout cas, il y a une chose. Je trouve que c'est ce qui est difficile, c'est d'arriver aussi pour le personnage lui-même, pour la personne qui tient le rôle, de ne pas se laisser envahir par la truculence et la farce que porteraient les autres, et de savoir se préserver, quant à elle, des moments de plus grande intériorité, beaucoup plus proches effectivement de ce qu'on va retrouver dans l'opéra seria. On peut distinguer dans les 7 personnages des personnages qui sont plus bouffes et des personnages qui sont plus sérieux, je dirais. Donc le père et les 2 sœurs sont plutôt bouffes. Sont franchement bouffes. Oui, oui. Sont franchement, ce qui est, je trouve intéressant, ils sont les personnages, le père Magnifico et les 2 sœurs Tisbe et Clorinda sont vraiment les personnages à la fois bouffes et en même temps les personnages du monstrueux. C'est une famille d'affreux, et c'est une façon aussi de raconter, ce qui représenterait pour moi une chose extrêmement sérieuse, qui est une forme, c'est tout ce qui renvoie à la cruauté de ces personnages-là. Tout est tourné dans une forme de dérision où Rossini sait nous faire rire de la bêtise et de la méchanceté des hommes à travers ces 3 personnages-là. Et puis il y a le personnage donc de Cenerentola qui est accompagné par un personnage extrêmement médian, j'allais dire, qui est le personnage d'Alidoro, qui est proprement celui qui vient pour nous, dans le livret de Ferretti, dans l'œuvre de rossinienne, remplacer, on va dire, tout ce qui faisait la féerie du conte de Perrault, qui est ce personnage qui va remplacer la fée, qui va remplacer en tout cas tout ce qui permet de tendre vers l'ailleurs, vers le monde du féerique. Donc qui appartient, effectivement, il y a un air extrêmement beau qui marque le centre même de l'opéra, qui est l'aria d'Alidoro. Et puis, après, il y a des personnages de bouffons qui sont encore Dandini, le valet. Et puis, il y a cet autre personnage, Ramiro, qui est le prince, qui est plus, je trouve, un personnage type, de l'amoureux type. Lui est peut-être le plus sérieux. Le plus sérieux. Avec Alidoro, peut-être. Voilà, oui. C'est un peu une trilogie de part et d'autre. Avec Alidoro et Cenerentola. Voilà. Oui, et Cenerentola elle-même, qui est presque tragique. Oui, absolument. Et Dandini, moi, je trouve qu'il est un personnage bouffon jusqu'à quand il s'enlève la masque de prince. Parce que vous savez, au début de l'opéra, il y a cette inversion de rôle entre Dandini
et le prince. Non? Le prince ne veut pas se présenter ou chercher sa belle comme un prince, mais il décide, ou bien c'est Alidoro qui invite les deux à s'échanger, comme si toi et moi, on change. Moi, je prends ta veste et tu prends la mienne. Voilà, voilà. Et moi, je me présente comme directeur d'opéra et moi comme chef d'orchestre. Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, à niveau dramaturgique, c'est génial, ça, non? Et donc, Dandini, quand il essaye de faire le prince, c'est vraiment bouffon. Et naturellement, arrive le moment dans lequel le prince dit « Bon, basta, c'est terminé, moi maintenant je reprends moi vraiment le prince. Et tu deviens encore mon serviteur. Hein. » Voilà. Là, et d'ailleurs, il le chante aussi, Dandini. Il dit à un certain moment la commedia diventa una tragedia, quelque chose comme ça. Oui, mais ça, c'est la prévision qu'il a, lui, dans le premier acte. Mais quand lui devient encore une fois le serviteur, voilà, moi je trouve que Dandini c'est un peu le point entre les personnages sérieux et les personnages bouffons. Et il est un point aussi dramaturgiquement très intéressant. Pour moi, il renverrait vraiment, enfin si je pars de la commedia dell'arte, c'est le Sbrigani, c'est à la fois le brigand, mais qui, si je fais un pont dans la culture française, ce serait le plus proche d'un Scapin, enfin dans les fourberies de Scapin, dans le sens où ce sont des personnages qui sont à la fois acteurs de la comédie, mais aussi qui posent un regard sur la comédie et qui sont des points de passage entre ce qui se joue au plateau et le regard du spectateur. Et en fait, c'est celui qui est à la fois dedans et dehors, en fait, Dandini. Il a tout le temps ce regard, d'être à l'intérieur, il participe à l'action, mais en même temps, il commente, il regarde, il en rit, il s'en amuse. Exactement, moi souvent je disais à Edwin qui joue le rôle, relis la scène dans les fourberies de Scapin, quand Scapin s'amuse avec le sac en mettant Géronte dans le sac et à lui donner des coups de bâton, et comment il se met en théâtre lui-même et donc se permet en tant que valet de poser un jugement sur la société des hommes, parce que il en fait partie pour un temps, mais en fait, il n'en fait pas partie, et il est aussi d'une extrême intelligence, parce qu'il est capable, effectivement, au début, de dire « Ah, je sens qu'on va bien s'amuser, parce que tout ce qui est de l'ordre, là, de la comédie, va se terminer très prochainement en tragédie. » Et il y revient à la fin en disant « Je vous l'avais bien dit, c'est comme la balle de tennis, ça revient dans la raquette, celui qui l'avait envoyé, et ça se retourne contre celui qui s'est fait la propre farce. » Et il est en permanence en commentaire de ce que font les autres. Oui. Donc il est un personnage, c'est vrai, très très particulier, qui n'est pas que bouffe. C'est très intéressant, ces commentaires, c'est vraiment un lien entre lui, Dandini, et le public. Oui. Le public, vous. Nous tous, je veux dire, parce qu'après, il y a beaucoup de façons de faire le à parte dans l'opéra. Mais pour l'intention que Dandini a, je vois que tout ça va se transformer dans une tragédie. Acte 1, acte 2. Mais moi, j'avais dit ça, que c'est une tragédie. Voilà, c'est quelque chose qui va connecter Dandini et le public et qui laisse les autres à construire cette histoire de... En fait, c'est pas une tragédie. Hein. Lui utilise le mot tragédie parce qu'il va imaginer que qu'à cause de cet échange d'habits, la situation va sortir de façon désastreuse, non? Oui, pour certains. Enfin, il sent que les filles sont tellement idiotes que c'est évident qu'au vu de la situation, ça va mal se finir pour elles. Mais j'allais dire, vous autres spectateurs dans la salle, où on se rend très vite compte que ça va très très mal finir pour elles. Pour caractériser le comique, Rossini a un langage musical typique, je dirais, parce que quand vous mettez la radio, vous ne savez pas ce que c'est,
vous pouvez, après quelques minutes, ou même après une minute, dire ça, c'est typiquement du Rossini. Je parle du Buffin, je ne parle pas de l'opéra seria, parce que là, vous pourrez, quand vous entendez certaines œuvres, les mélanger avec Donizetti ou Bellini, quand vous ne savez pas ce que c'est. Mais pour le comique, il a un langage qui est tellement typique pour lui. De quoi est-il fait, ce langage musical? Vous savez que Rossini travaille beaucoup sur le rythme et moi, je trouve que la langue italienne, maintenant, je ne suis pas ici pour dire que c'est une des langues plus belles du monde, mais je ne peux pas dire ça. Mais, c'est vrai, d'ailleurs. Mais non, moi j'adore le français. J'ai fait un grand effort à parler cette langue très belle. Mais alors, si on parle par exemple de français et de italienne, l'italienne, les voyelles italiennes sont tellement claires. Il y a seulement A, E, I, O, U. Et même pas U, E, U, R. Le français, pour moi, c'est super compliqué. Et il y a tellement de combinaisons de voyelles. Surtout les sons nasaux en français. Diphtongaison. Oui. Alors, et aussi, les consonnes italiennes ne sont pas dures. Donc, la syllabe italienne est toujours très, extrêmement claire. Non? Ba, be, ka, da, ta, te, tu, extrêmement clair. Et la langue italienne est une langue parfaite pour travailler sur la vitesse de syllabes. Et en fait, une des techniques que Rossini utilise est la énorme vitesse, parce que si je dis vitesse, vous imaginez quelque chose, voilà, comme quelqu'un qui parle un peu vite. Mais là, vraiment, dans Rossini, c'est je ne sais pas, 120 mots dans une minute pour donner une vitesse. C'est vraiment des choses comme ça. C'est vraiment vite. Et tout ça est une façon de exprimer le comique, par exemple, pour Rossini. Mais c'est vrai que la vitesse en soi-même, donc le tempo, allegro vivace, molto vivace, c'est un tempo qui donne la possibilité de faire rire, sourire. Naturellement, les rôles qui viennent, disons, de l'opéra seria, ils ont beaucoup plus d'espace dans des cantabili, dans des andanti, vous comprenez, tempo moderato, parce que le chanteur de l'opéra seria a besoin de beaucoup plus de temps pour exprimer un sentiment. Le buffo, il n'a même pas besoin de temps pour exprimer ça. Il peut aller tellement vite et vous ne comprenez rien, même des Italiennes, hein, parce que la vitesse, ce que Rossini demande à un certain moment, ce n'est pas la compréhension intégrale de texte chanté à une vitesse énorme. C'est simplement comprendre que dans cette vitesse représente la confusion, représente la vivacité, la incompréhension de chanteur lui-même buffo dans la situation. Non? Qu'est-ce que tu penses, Sandrine? Oui, je pense que ça rejoint comment nous, metteurs en scène, on arrive à traiter ça. C'est-à-dire que on en a parlé beaucoup en répétition, il n'y a pas de psychologie, en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que tout se résout dans la rupture et le contraste ou dans le rythme. C'est-à-dire que et même c'est toute la difficulté, je trouve, pour les chanteurs, c'est tout le travail qu'on a essayé de faire, de travailler à la fois sur la vivacité musicale et la logique du rythme, et le rythme pour le rythme qui se suffit à lui-même, qui doit aussi, par ricochet, être aussi le corps de l'acteur, c'est-à-dire que l'acteur, il doit aussi répondre à cette vivacité corporelle qui est aussi dans la musique. Et ce qui est très intéressant, je trouve, et le comique qui vient de là pour moi, c'est que mais c'est là aussi où ça rejoint vraiment le mode de fonctionnement du texte de la Commedia dell'arte, où on travaille beaucoup sur la rupture, sur le virage. Tout d'un coup, sur une phrase, on est dans une direction, et puis de
minutes après, on a fait un virage à 360 degrés, et d'arriver à jouer du contraste permanent et du rythme et de la vivacité dans le corps, dans l'expression. Et voilà, moi je trouve que c'est à la fois, Marc disait tout à l'heure une chose, c'est en fait, pourquoi, à un moment donné, Rossini, il nous plaisait moins, enfin, il a moins plu, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui emmène vers l'ailleurs, et moi, je trouve ça formidable, c'est-à-dire que pour un metteur en scène, c'est des marges de liberté extraordinaires, parce que il n'y a pas de... C'est pas contextualisé, enfin, il n'y a pas véritablement... Il y a des situations hiérarchiquement socialisées, enfin, avec une certain... Voilà, il y a des rapports sociaux entre les uns et les autres, mais pas vraiment... Enfin, tout est concentré dans Enfin, moi, je trouve la problématique, c'est de mettre en scène la musique. C'est pas de mettre en scène, c'est de mettre en scène une histoire, certes, mais d'arriver effectivement à trouver la bonne combinaison entre ce comique musical et ce comique de fête qui doit s'illustrer sur le plateau et qui s'illustre par le rythme. Le rythme. Il y a le philosophe Henri Bergson qui a écrit des textes sur le rire. Et à un certain moment, il a dit que le comique naît de quelque chose de mécanique collé sur une réalité. Est-ce que vous reconnaissez Rossini là-dedans? Oui, pour moi, c'est exactement ça. Oui. Et dans ceux qui ont très bien décrit, moi, je trouve que la définition quand Stendhal dit c'est une folie organisée, je trouve ça très très juste aussi, parce qu'il y a un moment donné, et d'ailleurs, c'est le seul qui écrit, moi, j'ai jamais vu ça, qui écrit sur la tête qui tourne, sur la tête qui s'en va. Et en fait, il arrive à faire de la suspension du temps, du non-temps. Il raconte le non-temps, le temps qui s'arrête, à travers des ensembles complètement incroyables. Et voilà, et je trouve que s'il y a une problématique intéressante à l'opéra, pour moi qui viens du théâtre, c'est la problématique du temps. Et lui, il arrive en faisant de la musique, à arrêter le temps. Et ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. L'opéra italien a parfois, je dirais, la réputation que l'orchestre ne fait qu'accompagner les voix et que, par exemple, il faut aller dans le répertoire germanique, chez Wagner, etc., pour trouver des partitions très élaborées. Mais quand on entend déjà cette petite perle qui est cette ouverture de Cenerentola, je crois que ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Oui, bon, tu parles avec un grand défenseur de répertoire italien, notamment de bel canto, même si Rossini, c'est pas encore vraiment le bel canto, mais il y a déjà beaucoup de choses qui, après, avec Donizetti et Bellini, qui sont déjà contenues dans Rossini. Et l'orchestre est extrêmement vivant dans Rossini. En fait, il utilise souvent les cordes avec des techniques déjà modernes pour l'époque. Par exemple, déjà dans l'ouverture, il y a tous les cordes au ponticello. Vous savez, quand vous mettez l'archet plus près de ponticello, cette petite pièce en bois qui tient les cordes, le chevalet. Ah, chevalet. Tu en prends des mots, là. Voilà. Tous les jours, j'apprends de nouveaux mots. Et le son des cordes n'est plus clair, mais ça devient très comme ça. Je peux dire sale. Oui, une sonorité un peu sale. Oui. Et ça, c'est une technique très utilisée par Rossini, par exemple, pour les crescendi. Les crescendi commencent avec cette sonorité comme ça, et après, dans le crescendo, les sonorités des cordes deviennent de plus en plus claires et fortes. Et la petite harmonie, flûte piccolo, hautbois, clarinette, basson, sont des vrais virtuosi dans Rossini, parce que sont souvent le reflet de la voix dans l'orchestre. Des fois, il y a une phrase très vite de Cenerentola. Cette phrase est répétée la mesure d'après par un instrument de l'orchestre. Alors, en fait, moi je trouve qu'il y a des points où l'orchestre sait
vraiment un orchestre d'accompagnement, mais c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup. Et toujours très présent, l'orchestre sert aussi à donner une profondité dramaturgique très importante. Des fois, l'écriture de Rossini devient une écriture de musique de chambre. C'est vraiment une voix et seulement des pizzicati dans les cordes, très simple. Et c'est pour ça que j'ai dit que déjà dans Rossini, il y a cet virus très important pour la musique italienne, que c'est le bel canto. La voix et l'attraction du public est vers la voix, et l'orchestre qui ne dérange pas donne simplement un appui harmonique à la voix. La différence entre les belcantistes d'après et Rossini, c'est que Rossini, après, disons, 24 mesures de ça, il a besoin de faire travailler l'orchestre. Donc, il laisse cette technique de bel canto et l'orchestre reprend la voix avec les chanteurs. Je pense que Rossini, beaucoup plus tard, déjà avec Guillaume Tell, vraiment lance l'idée pour le futur bel canto. Et vous savez, c'est un orchestre pas grand. Nous avons 39 musiciennes. C'est un orchestre mozartien, en fait. Voilà, hein? Oui. Voilà, en fait. Il n'y a pas de timbales. Les percussions sont absolument absentes. Et ça, c'est très intéressant, hein, parce que même dans Mozart, Beethoven, il y a toujours cet appui un peu militaire, un peu de force, non, qui donne toujours cette attaque très puissante dans l'orchestre. Nous n'avons pas le timbal. Nous avons 2 corps de trompette, un trombone. Et après, la normalité, vous avez 2 flûtes au bois, de clarinette, de basson et les cordes. Un petit orchestre, et à côté de l'orchestre, le fortepiano, qui accompagne le récit et qui entre aussi à jouer avec l'orchestre. Parce que moi j'imagine toujours, vous savez, il n'y avait pas le chef d'orchestre. Maintenant, je suis très content, je suis un chef d'orchestre, mais je suis le dernier arrivé d'une génération d'un job, comme vous dites en France, qui est né vers 1840, 50, qui est arrivé systématiquement dans tous les théâtres 1850-60. Après, vous dites, il y avait qui? Il y avait le premier violon, le soliste, le Concertmeister, voilà, qui n'était pas tourné vers le public comme maintenant, mais était tourné, voilà, si vous êtes le chanteur, il jouait comme ça. Donc le public est là, jouer vers le chanteur pour être capable de prendre la levée, pour les regarder respirer. Ou sinon, la deuxième possibilité, il y avait le maestro di cappella qui jouait le fortepiano, donc accompagnait le récit, et qui normalement se mettait là, par exemple, il pouvait faire de basse avec la gauche et avec la droite, et il pouvait diriger un peu. Mais vous savez, je vais partager une pensée que j'ai réalisée après avoir dirigé beaucoup de ce répertoire. Moi, je trouve que le vrai, disons, chef d'orchestre de l'époque a été le chanteur lui-même. Parce que si vous pensez que presque toutes les phrases commencent avec une levée, vous savez c'est quoi une levée, non? C'est une petite partie de phrase qui sert à donner le temps. Vous comprenez? Qu'est-ce que je pourrais chanter comme levée? C'est quelque chose, le chant commence tam, papa, vous comprenez? Donc il y a cet espace que papa qui donne le tempo. Il y avait tout l'orchestre qui regardait les chanteurs à chanter et là commence l'orchestre. En fait, la levée est toujours vide et sans l'orchestre. Et les chanteurs, probablement, je pense, étaient très devant et regardaient le public et l'orchestre et avec sa voix donnaient le tempo. C'est pour ça aussi que je dis aujourd'hui,
au chanteur. C'est inutile que vous pensiez de faire une levée n'importe comment, parce que vous savez qu'il y a le chef d'orchestre là, qui est capable de vous reprendre, même si vous faites une levée courte, une levée très longue. L'important, c'est de donner la levée exactement comme si l'orchestre doit vous suivre. Et ça, c'est le style, je pense, juste la raison d'être d'écrire dans cette façon. Pardon pour cette... Non, c'est une bonne réponse. La Cenerentola se base sur un conte de fées très connu, Cendrillon. On sait tous que ces contes de fées ont existé depuis longtemps, ont beaucoup de variations aussi parce qu'elles ont été transmises par tradition orale d'abord. Il y a eu les grands écrivains qui finalement les ont écrits, les frères Grimm, Hans Christian Andersen et dans ce cas Charles Perrault. Donc à un certain moment, cette tradition orale a été mise en texte, je dirais. Et donc à partir de ce moment-là, quand ces contes de fées ont été édités par écrit, on a toujours pensé que oui, ça c'est maintenant la version originale. Mais on constate ici que Rossini et son librettiste ont rajouté et changé plein de choses dans ce qu'on connaît comme l'histoire de Cendrillon. Quel aurait été leur but, croyez-vous? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, donc le fait est qu'ils ont enlevé tout ce qu'il y avait chez Perrault de l'imaginaire féerique, en fait. Donc il n'y a pas, dans la Cenerentola, il n'y a pas de fée, il n'y a pas de citrouille qui se transforme en carrosse. Il n'y a pas de pantoufles de verre oubliées par hasard. Malgré notre affiche qui est oui, là quelque part. C'est une feinte. Parce que tout le monde associe évidemment cette chaussure avec Cenerentola, avec Cendrillon, mais ça n'apparaît pas dans l'opéra. Non, alors pas du tout. Alors oui. La chaussure, et en fait ça c'est intéressant, en tout cas je trouve par rapport au caractère lui-même de cette femme de Cenerentola, c'est qu'elle ne perd pas par hasard sa chaussure, comme ça, dans le conte de Perrault, et je trouve ça assez bien vu. Enfin, je trouve que Rossini est souvent un compositeur très féministe. Enfin, s'il n'emploie, par exemple, moi je me retrouve à diriger beaucoup d'hommes parce qu'il n'y a que des chœurs hommes, souvent dans les opéras de Rossini. Mais les personnages féminins de premier plan, Isabella dans l'Italienne à Alger, ou la Cenerentola, sont des personnages qui sont quand même porteur d'une vraie volonté, enfin, d'un désir d'avancer, et que là, par exemple, la pantoufle est remplacée par... Elle lui donne un bracelet à son prince préféré. Elle lui dit qu'elle ne sait pas encore être prince, là, dans l'histoire, et elle lui dit, si tu veux me retrouver, viens me chercher à mon bras, il y aura l'autre bracelet. Et c'est assez intéressant parce que, alors qu'il y a une dimension extrêmement passive, chez Perrault, qui est, par hasard, zut, il est minuit, j'ai perdu ma chaussure dans l'escalier. Là, il y a une véritable mise à l'épreuve, c'est-à-dire, je te donne le bracelet et je te demande, je t'enjoins de venir me trouver, je te mets à l'épreuve de ça. Donc, bon, ça raconte déjà par rapport au personnage quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, voilà, elle le met en action. Et puis je crois aussi, bon, c'est vrai que le théâtre se résout c'est Jouvet qui disait ça, dans le concret, dans le matériel. C'est comment alors on n'est plus à l'époque des grands opéras baroques où il y a toute cette féerie et tout ça. Et il va falloir résoudre aussi sur le plateau. Donc bon, la raison revient au galop et peut-être pour cela enlève-t-on la féerie. Moi, je crois qu'il y a beaucoup aussi le fait qu'on n'est pas si loin de l'esprit des Lumières sur la raison, sur l'explication du monde de l'homme par l'homme. Et que il y a dans le personnage d'Alidoro qui est un sage philosophe. Qui, en même temps, pour nous autres, dans notre interprétation, est aussi une figure du père, parce que faux père, il y a chez Magnifico, et vrai père, il y a une espèce de filiation entre Cenerentola et Alidoro. Mais en tout cas, il y a une volonté de remettre la raison au cœur du drame, au cœur de l'histoire, en redonnant une espèce de cohérence loin du féerique. Et pourtant,
on a du mal, je trouve, aujourd'hui à se départir. D'ailleurs, je vois sur les affiches, il y a marqué Cendrillon, la Cenerentola. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui on met en scène quelque chose qui s'appelle la Cenerentola, issue d'une histoire dont on dit qu'elle est celle de Cendrillon, mais c'est pas vraiment celle-là. Et en même temps, tout notre imaginaire collectif, là, il est porteur de cette histoire de la citrouille, de la chaussure, du bal, de tout ça. Donc voilà, ce qui est assez intéressant pour nous autres, c'est d'arriver à se faufiler dans cette espèce de lecture un peu transtextuelle, transhistorique, comme ça, où on essaye de tout... d'appréhender autant ce qui vient du conte que ce qui en a fait la fable, puisque effectivement, je pense que moi je dirais que c'est plus une façon d'appréhender le monde qui fait qu'on passe du conte, de la féerie à la fable, à la leçon qui est le triomphe, la Cenerentola, ossia la bontà di trionfo. C'est le sous-titre de l'œuvre. La bonté, le triomphe de la bonté. Oui, oui. Donc il y a une volonté de tendre vers quelque chose de l'ordre de l'exemplaire, en fait, à travers cette fable issue du conte. Donc aussi, ce qu'elle a fait dans la version traditionnelle, si on peut dire, devient un philosophe ici. Ça, c'est quand même très révélateur du XVIIIe siècle. Voilà, qui est le précepteur, du prince. Oui, c'est vraiment l'idée de remettre la raison au cœur des choses et que ça soit... c'est des choses que l'on peut expliquer. Voilà, je peux expliquer parce qu'il y a quelqu'un tangiblement qui est là, qui vient pas de nulle part, qui a un lien de parenté, ou en tout cas un lien social avec le personnage qui est le prince, et qui va faire néanmoins que tout advient. Et qui est un personnage extrêmement intéressant si on décortique, parce que le premier travail du metteur en scène avec son équipe artistique, c'est de décortiquer l'œuvre et d'essayer de comprendre comment elle se construit et quel est le personnage sur lequel on a un espèce qui est un vecteur d'imaginaire pour nous autres. Évidemment, c'est le personnage d'Alidoro, qui est ce personnage médian entre le monde, entre le monde du sérieux et du bouffe, mais aussi entre le monde de l'espace domestique, qui est la maison, parce que c'est aussi une œuvre elle est intéressante, parce qu'elle est très duelle. Il y a à la fois l'espace de la domesticité, de la maison, de l'intérieur, et puis l'espace de l'extérieur. En fait, c'est la rencontre entre des mondes. Et cette rencontre, elle peut avoir lieu grâce à un personnage médian qui est Alidoro. Et souvent, je trouve que si on y regarde de près, toutes les mises en scène, parce que tout le temps on croit qu'on fait des œuvres très originales, mais jamais, en fait, on a très peu de... finalement, la ligne dramaturgique souvent s'organise autour de ce personnage qui est Alidoro, qui est soit traité de façon plus naturaliste ou qui tend vers plus de féerie. Mais c'est vraiment lui, autour duquel le monde se réorganise entre cette problématique, entre le conte et la fable, entre la raison et la féerie, on va dire. C'est Bruno Bettelheim qui a parlé aussi du côté psychanalytique dans les grands contes de fées, et qu'évidemment que d'abord via la tradition orale, après ces auteurs l'ont senti inconsciemment. Dans le cas de Cendrillon, Cenerentola, elle n'a plus de père, son père précepteur est très méchant avec elle n'a plus de mère. Est-ce qu'on peut y voir un côté freudien là-dedans ? Oui, je crois, ou un côté, même si on revient, je ne sais pas, sur une chose même extrêmement sensible, c'est vrai que par rapport au conte justement de Perrault, dans le conte de Perrault, il reste le vrai père, qui est d'ailleurs très en conflit avec la belle-mère. Et là, ce qui est très symptomatique, c'est qu'il n'y a plus de père. Le père est mort. Et du coup, arrive ce personnage d'Alidoro qui l'appelle ma fille, qui dit « Regarde qui je suis ». Et elle lui dit « Ah, mais vous m'appelez ma fille ». C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, parce qu'au début, il est déguisé en mendiant. Et c'est vrai que, du coup, elle dit « Mais regardez-vous et regardez-moi ». C'est vrai que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'affiliation. Et pourtant, si on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on a l'impression que cette jeune fille à qui on a
tout retiré, c'est-à-dire elle n'a plus de père. Sa mère est morte, elle vit avec son beau-père, elle vit avec 2 sœurs épouvantables et on apprend des choses terribles sur lesquelles on glisse assez vite, mais où il est dit, Magnifico le dit, mais vous vous rendez compte, si on réalisait ce que je lui ai fait subir, c'est-à-dire que j'ai mangé toute sa dot, que j'ai mangé toute sa fortune et que je l'ai réduit à un vrai sac d'os. Et voilà, donc on est finalement face à quelqu'un dont on a retiré d'abord tous les biens matériels, qui n'a plus de liens familiaux, et en plus le père dans le quintet dit une chose terrible, on lui dit « mais où est la 3e fille dans cette maison ?» Et il dit une chose épouvantable, il dit « elle a mori, elle est morte ». Donc c'est-à-dire qu'il y a une négation totale de ce personnage en tant qu'il est, voilà, la Cenerentola dans la maison ne représente plus rien vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Elle n'existe pas jusqu'à énoncer sa mort, au point que si vous relisez le livret, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a même pas, elle n'a pas de nom. Elle appelle la Cenerentola. Et le premier qui dit son nom, c'est Alidoro à la toute fin. Il dit l'Angelina, le petit ange. Angelina, elle, a su me donner, quand j'étais mendiant, a su, elle, me donner à manger. Et le seul donc, qui connaît le nom de Cenerentola, son petit nom, c'est Alidoro. Donc effectivement, il y a une chose, en tout cas, sur l'absence de la mère, l'absence du père, le retour du père, qui est quelque chose de très fort, sur l'abandon de l'enfant, sur... oui, on est... voilà, je pense qu'il y a tout ça, c'est sûr, qui vient... c'est tous les grands mythes, toutes les grandes histoires se tissent progressivement des grandes problématiques et des complexes de chacun traversés à travers la vie, quoi. Il y a encore un autre... duo, je dirais, qu'on retrouve beaucoup aussi dans la Commedia dell'arte, mais aussi par exemple chez Mozart, c'est le maître et le valet, n'est-ce pas? Donc le prince et son cameriere, comme on dit. On pourrait les comparer un peu à Don Giovanni et Leporello. Ils s'échangent aussi les vêtements, par exemple, comme le font Don Giovanni et Leporello. Je pense que c'est plus sur une tradition, moi je dirais, du travestissement, là, pour l'heure, parce qu'il y a chez Leporello et Don Giovanni, c'est plus clair qui est le dominateur, là. Oui, c'est plus clair, et il y a une chose un peu plus perverse, plus trouble, je trouve, bon, parce que c'est l'œuvre qui le veut aussi, hein, mais il y a en tout cas de la part, s'il y a une chose semblable, c'est de la part du valet le bonheur de s'amuser à être prince. Ça, on retrouve ça de façon très nette. Après, l'œuvre nous invite à être soit plus bouffa dans son traitement, et je pense que dans Don Giovanni, ça nous entraîne sur un terrain un peu plus dangereux dans les rapports, dans le couple, effectivement, maître-valet. Qui est une tradition très commedia dell'arte, parce qu'après, Marivaux, enfin, nous, on reprend tout ça en France. Voilà, mais il y a un terrain plus glissant et dangereux chez Mozart que dans Rossini, qui en fait une chose beaucoup plus claire, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse. On a parlé du petit orchestre, hein, donc qui est un orchestre mozartien. Il y a le recitativo secco, comme chez Mozart, hein, donc accompagné au pianoforte. Et l'œuvre a été créée en 1817, donc début du 19e siècle. Donc c'est un peu entre le classicisme et le romantisme. Peut-on dire que l'œuvre regarde plus vers le passé du 18e ou qu'elle regarde déjà en avant vers le 19e? Ou est-ce qu'il y a les deux là-dedans? C'est vrai que le personnage d'Angelina, de Cenerentola, en soi-même, c'est quelque chose qui oblige Rossini à chercher quelque chose en plus que le sourire, le faire rire facile, non? Et en fait, début, Cenerentola chante je peux dire en italien una canzone, parce que una volta c'era un re, c'est pas vraiment une air. Dans les tonalités mineures. C'est comme une chanson populaire presque. Hein? Bravo, oui, exactement. Oui. Dans une tonalité mineure. Donc il donne tout de suite cette idée un peu de mélancolie, de
Non, je ne peux pas dire de tristesse, non, plutôt... Mélancolique. De rêve loin. Et en fait, chaque fois que je dirige la Cenerentola, je trouve que Rossini a été obligé d'ajouter quelque chose en plus que, par exemple, les autres opéras que j'ai nommés avant. Parce que le jeu sur le sentiment est beaucoup plus profond dans cet opéra que plutôt l'Italiana ou in Algérie, où il n'y a pas en fait un jeu sur le sentiment, ou le Barbiere di Siviglia, pour nommer quelque chose de très connu, où il n'y a pas vraiment une manifestation de sentiment. Le comte qu'il veut se marier avec Rosina, mais ce n'est pas tout à fait clair, cette relation. Et la relation entre le prince et Angelina est quelque chose de très émouvant, du début. Ils ont un duo au début de l'opéra, disons. Et un duo basé sur le silence. L'orchestre ne joue que peu de notes, 3 notes pour chaque mesure, et tout le reste est laissé à la voix. La voix qui exprime un sentiment de aiutami, étonnement, hein, de se retrouver devant quelqu'un qui est tellement spécial, qui ne permet même pas de respirer, de parler correctement. Alors, encore une fois, un peu la technique qu'après Verdi utilise pour la Traviata, quand elle ne peut pas parler. Quand elle est hors de souffle. Oui. Voilà, c'est exactement hors de souffle. Ah, oui. J'adore ça. La même chose là. Et cette représentation de sentiments, c'est quelque chose qui vraiment ouvre au 19e et au romantisme. Et pour bloquer cet élan vers le romantisme, en fait, à moitié duo, paf, rythme, action. En fait, aussi, vous verrez dans la mise en scène de Sandrine, les deux se regardent comme nous. Maintenant, bon, je ne peux pas anticiper les choses, hein, mais maintenant, c'est seulement des petites choses qui se regardent comme ça. Ils sont incapables de réagir, de parler. Donc, chacun parle avec des apartés, vous comprenez? Comme si je dis, ah, mais elle est tellement belle. Vous comprenez? C'est un peu ça. Et ça, mise en musique. Et c'est vraiment émouvant. Et peut-être c'est tellement moderne pour 1817 qu'à un certain moment, paf, il a besoin de couper cet moment de sentiment, et il recommence le duo, et les deux, en fait, commencent à se parler en ce moment. Qu'est-ce que tu fais là? Qui es toi et qui es-tu? Et mais moi, je ne sais pas qui c'est moi. Et la Cenerentola, non, elle est en totale confusion. Oui, je sais, mais j'avais une... oh mon Dieu, je suis tellement confuse que je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, cette obligation de mettre sur le plateau une histoire qui part par des sentiments réel, que le public de 1817 comprenait très bien. Non, cette impossibilité de parler quand on est très émotionné, non, on parle comme ça. Voilà, moi je trouve ça un geste musical d'une modernité incroyable, tellement moderne qu'il n'est pas capable de développer, il n'a pas même besoin de développer le duo dans cette façon, et il reprend le rythme, partie centrale du duo, et il prend la coloratura, donc la vitesse des notes pour le deux. Et en fait, le duo termine comme ça. Il n'y a pas d'explication.
c'est un duo d'amour, d'un amour qui va commencer. Mais quand même très loin de l'heure et demie du deuxième acte de Tristan und Isolde, qui ont besoin de déclarer leur amour pendant 1h30. Oui, mais en fait, ce n'est pas une déclaration complète. Et la chose incroyable de Cenerentola, c'est que même quand le prince se déclare officiellement, donc il arrive à parler à elle, elle dit non, attends. Elle lui dit non, mais moi je suis ici, donc voilà, on commence. Non, vous savez, les hommes italiens vont plutôt vite dans les choses, non? Elle dit encore une fois, arrête. Devi esaminare la mia fortuna. Tu dois comprendre qui je sais. Et tu dois comprendre, donc, examiner la mia fortuna, comprendre que je ne suis pas riche, que je ne suis pas aristocrate, oui. Et alors, il y a là cette bellissima scène dans laquelle elle a 2 bracelets. Voilà, maintenant je laisse à la continuation. Moi je trouve une chose très intéressante. Enfin, je ne m'étais pas interrogée là-dessus, mais moi, là on sort d'un mois de répétition et à la fin on se dit, on est fatigué, on se dit mais c'est pas possible. Moi j'ai l'impression qu'il y a un événement par minute, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Et en même temps, Enrique me fait remarquer quelque chose qui est intéressant, c'est que on travaille sur des ensembles où il y a des gens qui disent que le temps s'arrête et que quand il y a des duos, on chante le silence. Et en même temps, au milieu de tout ça, ça bouge. Enfin, c'est assez incroyable parce que, en fait, il arrive à des choses qui seraient presque des choses entre parenthèses, mais cette entre parenthèses se dit effectivement à travers une foultitude d'actions qui ne s'arrêtent pas, et pourtant il y a plein de moments dans la musique où on dit que ça s'arrête. Donc effectivement, c'est très intéressant de dire ça, que le duo d'amour est un duo où en fait où ils ne se disent, c'est vrai que je l'avais jamais analysé comme ça, mais c'est vrai qu'ils ne se disent rien. Oui. Ils ne se disent rien, ils disent qu'ils ne peuvent pas dire. Et puis après, il y a l'ensemble, ce truc extraordinaire où ils disent, quand Cenerentola se dévoile dans la fin de l'acte 1, où il y a cet ensemble incroyable où il dit « Parlar, pensar, vorrei », et voilà, je voudrais parler, je voudrais penser, mais je ne peux pas. Et à nouveau, c'est un espèce de moment qui est à la fois complètement fou, mais qui est encore une fois une chose sur le silence, sur je ne peux pas dire, sur le temps qui s'arrête. Et pourtant, on a l'impression, quand on a traversé cette œuvre, d'être broyé par un espèce de tsunami d'action perpétuelle et de choses, d'événements, de coups de théâtre qui s'enchaînent les uns après les autres. Alors, je dirais, n'est-ce pas fantastique? Vous avez été plongé pendant un mois, tous les jours, dans cette matière, et encore, aujourd'hui, vous découvrez de nouveaux aspects. Alors, je crois que c'est vraiment le signe que cette œuvre est un vrai chef-d'œuvre, est tellement riche qu'on peut découvrir tous les jours encore des nouvelles choses. Voilà, donc je dirais... On a fait un beau tour d'horizon. Je vous remercie de votre présence. Et vous allez voir, ils ont très bien travaillé. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à voir cette production. Je vous remercie de votre présence. Merci.